Les bureaux de réception et des traitements des candidatures à l'élection présidentielle a ouvert ses portes ce samedi 9 septembre à Kinshasa. Plusieurs candidats se sont rendus au bureau de la CENI en ces premiers jours pour les dépôts de leurs candidatures. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis, à l'international, un puissant séisme a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi à samedi, causant la mort de plus de 1000 personnes, selon un bilan officiel provisoire du ministère marocain. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, la Commission électorale nationale indépendante a ouvert ses portes ce samedi 9 septembre pour recevoir les candidatures. Pour cette première journée, plusieurs candidats se sont rendus, notamment Matata Mpogno et Constant Moutamba. Tous ces candidats à la présidentielle étaient accompagnés de leurs partisans. Suivez les détails avec Patience Lekeke. Pour cette première journée, une foule immense est venue accompagner et soutenir le prétendant à la course présidentielle. D'abord Matata Mpogno, le leader du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD, s'est mis dans le starting block pour la bataille électorale du 20 décembre. C'est la première fois qu'il affrontera le suffrage universel au niveau national. Pour lui, 2023 est l'année décisive. Il brigue la plus haute fonction de l'État. En même temps, il affronte la justice sur l'affaire Boukan Alonso. Mais cet ancien chef du gouvernement se montre confiant quant à la suite. Autre prétendant a déposé son dossier à la Commission électorale nationale indépendante, Constant Moutamba, candidat pour le compte de la plateforme dynamique progressiste. Moutamba, encore trentenaire, se veut le candidat de la rupture. Cet avocat et enseignant de droit écrit son histoire dans la politique congolaise. Président du parti Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, il a été l'un des opposants de l'ancien président Joseph Kabila avant de s'en approcher et d'adhérer au Front commun pour le Congo. Autre chose, à présent, opérationnalisation de la zone économique spéciale pilote de Maluku, plusieurs défis restent à relever pour le gouvernement. Il y a notamment la finalisation du processus de l'octroi d'un tarif préférentiel de l'énergie électrique dans la zone. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a appelé le gouvernement à faire de propositions dans ce sens. C'était à la 112e réunion du Conseil des ministres. Suivez les détails avec Fiston Léco. Malgré que la zone économique spéciale pilote de Maluku est déjà fonctionnelle, avec le lancement par le président de la République de la première production dans la zone d'une usine de carrelage et de faïence, il reste tout de même des défis à relever. Entre autres défis, la finalisation du processus de l'octroi du tarif préférentiel de l'énergie électrique. Pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est pour garantir la compétitivité des entreprises dans cette zone économique spéciale de cet appel. Pour cette fin, le président de la République a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'économie, ainsi qu'au ministre des ressources hydrauliques et électricité, de faire des propositions concrètes allant dans le sens de l'octroi du dit tarif préférentiel. Il a également rappelé que la relance de l'industrialisation du pays, telle que soulignée par les plans directeurs d'industrialisation de la République démocratique du Congo, appelle à la mobilisation de ressources conséquentes de la part du gouvernement pour assurer sa matérialisation. Dans la même veine, Félix Tshisekedi a appelé les ministres en charge du budget et des finances de terminer le processus de création du fonds spécial ZES. Il attend également de la ministre d'État en charge du portefeuille une réflexion aboutie sur la prise de participation des entreprises du portefeuille de l'État dans les projets des zones économiques spéciales. Les forces de sécurité et de défense sont plus qu'engagées à sécuriser la population de l'Ituri et leurs biens. C'est ce que rassure le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, après l'invasion de miliciens Maïmaï dans le village Bilingani qui a fait 17 morts. Il a également renseigné que les dispositifs sécuritaires ont été renforcés dans le coin du pays. Il a été joint au téléphone par Jojo Moulamba. Vous devez savoir qu'il y a eu incursion des hommes non autrement identifiés. La première information fait état qu'il s'agit des Maïmaï qui sont venus du Nord Kivu et ils ont attaqué de manière ciblée dans un milieu isolé. Pour le moment, les forces armées sont dans des activités concurrentes. Tout d'abord, il faut prendre en charge holistique de
nos corps, des corps de nos compatriotes et des blessés pour qu'ils soient pris en charge d'une manière holistique. D'une part, nous sommes en train de vouloir enterrer nos compatriotes de manière digne, ce qui est aussi de notre droit et devoir. D'autre part, nous sommes en train de déployer encore une fois le militaire pour sécuriser ces milliers. Vous savez, c'est très difficile pour nous aujourd'hui de faire une sécurité de manière de fil barbelé ou bien des concertinats, c'est ce qui est difficile. Mais avec l'armée militaire qui est sur place, nous sommes en train de mener toutes ces activités concurrentes pour que la population soit de plus en plus protégée et se trouve dans une sécurité comme jamais auparavant. Et là, c'est un. De deux, nous voulons dire aussi à toute la population, surtout les communautés, le problème ne peut pas toujours être résolu par la violence, par les attaques et représailles. Aujourd'hui, c'est tel qui a fait ceci, le lendemain, ça sera tel qui fera cela, et donc ça ne donne pas un bon paysage pour faire la paix. S'il y a un problème, privilégions toujours le dialogue. Surtout, il s'agit des problèmes liés, conflits liés à hauteur, conflits fonciers. Et donc, nous pouvons seulement résoudre ces cas par le dialogue et par l'entente mutuelle. Pour les forces armées, nous sommes engagés comme jamais auparavant, vous le savez. L'Ituri, le territoire du Rum aujourd'hui constitue même, c'est que déjà au niveau de 80% sécurisé, hormis aussi de là où il y a des problèmes, soit ce sont les attaques d'FPIC ou soit ce sont les attaques et représailles de certains membres des communautés qui se réclament sujet de telles communautés, soit ce sont les Chinyatuna ou ce sont les Chinya Kilima et les Wale Sevunku, tous les bandits armés qui sont en train d'attaquer de manière isolée et de manière ciblée. Revenons à Kinshasa où des taxis-motos sont toujours présents à Gombe malgré l'interdiction de l'autorité de la police nationale congolaise. Géopolice Télévision est allé à la rencontre des conducteurs de taxis-motos. Eux, ils se plaignent de la mesure qu'ils jugent injuste. Suivez-les. Des taxis-motos toujours présents dans la commune de la Gombe, malgré l'interdiction par le chef de la police congolaise Blaise Kilimbalimba le dimanche dernier, avec un temps ferme. Une mesure qui n'a pas été respectée par les motocyclistes, ces derniers qui se donnent le plaisir de rouler tranquillement dans les centres-villes jusqu'à présent. Pour le motard interrogé sur le terrain, ils se sentent indignés et vexés par la décision prise par le commissaire de la police. Pourtant, d'après eux, ils possèdent tous les documents leur permettant l'accès à tout le coin de la ville de Kinshasa. na ba plaque ba tekele biso eza pona tukini ba mikanda o ba tekele biso eza pour tukini ba pekisa biso teke no na mukanda o eza pona awa pe pona awa no ba ebisi biso ke bozo oza na plaque oza na nino ko tambula Kinshasa mais sikoyo bazoya balobi ke no tokota na Gombe te est-ce que biso ba mota ya Gombe nde tokosala ke no salité za na Gombe. Vraiment, je ne pense pas que non. Par ailleurs, les passants interrogés et pour la décision du commissaire de la police et demandent des sanctions pour les récalcitrants. Et par rapport à cela, les motards ne sont là que pour observer les instructions lancées par les autorités de la place. Ça va de leur intérêt. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est tenu à observer les prescriptions de la loi. Alors si le numéro 1 agit ainsi, ce n'est pas par hasard. Il suit les prescrits de la loi. Alors les motards sont tenus à observer la faute de cela et ils vont sortir à la rigueur de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Une instruction, une loi donnée doit se faire respecter. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour la page internationale.
gelée annoncée dans les sommaires. Un puissant séisme ayant pour épicentre une province du sud-ouest de Marrakech a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, causant la mort de plus de 1000 personnes. Selon un bilan officiel provisoire du ministère marocain de l'Intérieur, il s'agit là du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. De plus amples détails avec Africa News. C'est un violent séisme qui a secoué le Maroc, un bilan dramatique toujours provisoire. La secousse de magnitude 7 s'est produite exactement à 23h11 et elle a été ressentie dans plusieurs régions du Maroc. L'épicentre a été localisé dans la commune d'Iril, relevant de la province d'El Haouz au sud-ouest de Marrakech. Et c'est là où il y a eu plus de morts et d'énormes dégâts. Il faut savoir qu'il s'agit du tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré dans le pays. Il est plus fort que celui d'Agadir en 1960 ou encore celui d'El Hoceima en 2004. Et pour revenir à cette nuit, partout, c'était la panique et l'horreur dans toutes les villes où le tremblement de terre a été ressenti. Dans mon quartier, par exemple, à Casablanca, tout le monde était dehors, les adultes comme les enfants. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas passé la nuit dans leur maison. Je parle des habitants de Marrakech qui craignaient les répliques. Ils ont choisi de se rendre dans les jardins ou encore dans les terres agricoles. Et puis, à peu près 2 heures après le séisme, on commençait à voir les premières images sur les réseaux sociaux. On voyait l'ampleur des dégâts, notamment dans les villages proches de Marrakech, des murs et des maisons effondrées et plusieurs blessés retenus sous les décombres. Ces villages les plus touchés sont aussi les plus difficiles d'accès puisque les seules routes pour accéder à ces zones enclavées sont remplies de pierres tombées des montagnes pendant le séisme, ce qui a donc compliqué la tâche des pompiers pendant les premières heures. Ce matin, un appel a été lancé à l'ensemble des habitants de Marrakech pour qu'ils fassent un don du sang car les blessés sont dans le besoin actuellement. Quittons le Maroc pour nous rendre en Algérie où la hausse de cours des hydrocarbures qui représente près de 94% du total des exportations a permis de reconstituer les réserves de change. Selon le président du Conseil de la Nation, les réserves de change algériennes ont atteint près de 85 milliards de dollars à fin août 2023 contre 60,9 milliards à fin décembre 2022. Toujours Moulamba. C'est grâce à la hausse de cours des hydrocarbures que l'Algérie a atteint près de 85 milliards de dollars américains de réserves de change à fin août 2023. Et ces chiffres représentent une augmentation de près de 20 milliards de dollars américains en moins de 6 mois. Précédemment, la Banque centrale algérienne avait annoncé que le réserve d'échange du pays avait atteint 66,63 milliards de dollars américains au 31 mars dernier. Les niveaux de réserve d'échange enregistrés à fin août dernier est le plus haut depuis le 31 décembre 2017, ce qui représentait 97,33 milliards de dollars américains. Le plus bas niveau enregistré ces dernières années date de fin septembre 2021 avec 44,7 milliards de dollars américains. La remontée progressive de réserves de change au cours de 2 dernières années s'explique essentiellement par la hausse de cours des hydrocarbures. L'économie algérienne reste encore fortement dépendante des exportations d'hydrocarbures. En 2019, celles-ci ont représenté 92,80% du volume global des exportations du pays. De l'Algérie au Kenya, l'horticulture représente la deuxième source de devises étrangères du secteur agricole après l'été. Après une année 2022 morose sur le plan des exportations de la vente de la filière qui s'est redressée. Après les données de la Banque centrale kenyane, les recettes d'exportation horticole ont augmenté de 7% à 475 millions de dollars sur le premier semestre 2023. Les détails avec Jojo Moulamba. Le Kenya a engagé 69,4 milliards de shillings, soit 475 millions de dollars américains de recettes grâce à ses expéditions de produits horticoles entre janvier et juin 2023, signale la Banque centrale kenyane. Cette enveloppe affiche une hausse de 7,16% par rapport au revenu de 64,84 milliards de shillings, soit 443 millions de dollars américains enregistrés au cours de la même période de l'année dernière. Cette embellie s'explique principalement par une appréciation de l'euro dont la valeur a augmenté de 7,54% par rapport au shilling durant la période considérée alors que l'Union européenne représente le principal débouché de la filière kenyane. Selon les estimations du secteur, environ 70% des exportations horticoles du Kenya sont payées en euros
rapporte la même source. Par ailleurs, une légère hausse de volume de vente a également baissé dans la balance. Ainsi, les ventes de fruits ont augmenté de 17% en volume et de 9,42% en valeur selon les données de la Banque centrale kenyane. Les ventes de fleurs occupées ont augmenté de 9% en valeur et stagné en volume, tandis que les ventes de légumes ont stagné en valeur et augmenté de 20% en volume. Et cette information qui vient de tomber en ce moment même, les léopards de la RDC se sont qualifiés pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. Les 11 nationales ont battu le Soudan par 2-0. Dans le groupe 1, la Mauritanie s'est également qualifiée aux dépens du Gabon. Score du match 2-1. Félicitations aux léopards. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette grande édition du journal. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les différents titres. Le bureau des réceptions et des traitements des candidatures à l'élection présidentielle a ouvert ses portes ce samedi 9 septembre à Kinshasa. Plusieurs candidats se sont rendus au bureau de la CENI en ces premiers jours pour les dépôts de leur candidature. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Et puis, à l'international, un puissant séisme a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi à samedi, causant la mort de plus de 1000 personnes selon un bilan provisoire du ministère marocain. Vous avez aussi suivi les détails dans ces journaux. C'est par ici que nous bouclons la boucle. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.